Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. L'Afrique, un continent à la population jeune et croissante, un continent aux ressources abondantes et avec des marchés en expansion, sans oublier une demande intérieure robuste. 3 400 milliards de dollars, c'est le potentiel de la zone de libre-échange continentale africaine si il était pleinement exploité. Selon le dernier rapport des Nations Unies, la dépendance au marché étranger, la volatilité des exportations de matières premières, l'endettement élevé et l'insuffisance des infrastructures ont accentué les vulnérabilités du continent, rapport qui appelle à renforcer le commerce intra-africain, à des investissements stratégiques dans les infrastructures de transport notamment et de technologie et à des réformes économiques audacieuses. Quelles perspectives de croissance en Afrique? Quels sont les risques majeurs auxquels seront confrontées les économies africaines en 2025? On en parle avec Béchir Thiam. Vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour aussi, merci de m'accueillir. Alors, cette année 2025, le FMI, la Banque mondiale, certain nombre d'institutions, d'agences de notation tablent sur une croissance africaine qui tourne autour de 4,2%, un petit peu derrière le continent asiatique, donc au deuxième rang après le continent asiatique. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette performance attendue du continent ? Oui, performance, on peut aussi dire simplement cette croissance. Peut-être, à mon avis, on devait attendre beaucoup plus que ça au vu du potentiel que vous avez décrit. Vous avez décrit un peu le potentiel de l'Afrique parce que c'est un continent très, très puissant qui a beaucoup de ressources naturelles, notamment sous-sol, mais mal exploité, vous avez dit, en dehors du potentiel de croissance en termes de PIB pour les États africains. Tout est à refaire. Vous avez dit que tout était à améliorer pour qu'on soit au top des économies mondiales, parce que là, on est au deuxième rang après l'Asie, mais c'est une petite croissance, 4,2%, c'est bon, mais en pratique, je veux dire, dans l'application, dans le déploiement de ça en termes de richesse dans la consommation courante des Africains, c'est très peu, parce que l'Afrique a besoin de plus de puissance en termes de croissance et en beaucoup de temps, surtout sur 10 ans au moins, pour que ça décolle. Sinon, c'est du yo-yo, ça monte, ça baisse. Bon, depuis presque 10 ans, on est autour de ces croissances entre 4,2 et 5,4. Donc, ça fait un petit yo-yo. Du coup, ça ne permet pas à l'Afrique de développer, de décoller, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de petites croissances qui nous font se vaciller et puis revenir sur nos deux jambes. On a besoin de décoller complètement, parce que depuis qu'on en parle, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on en parle de décollage de l'Afrique. Ça tarde encore à venir. Une croissance positive, en tout cas au vu de la conjoncture internationale et l'incertitude économique mondiale, mais ça reste, vous l'avez dit, et je le disais en préambule, au vu du potentiel existant des richesses du continent, ça reste une petite croissance par rapport à ce qu'on pourrait faire. On pourrait faire tellement mieux. Et justement, quels sont les principaux leviers justement de croissance pour le continent africain pour cette année 2025 ? Bon, on en reparle encore, c'est toujours l'industrialisation, donc la transformation aussi des produits locaux, parce que qu'est-ce qui se passe? On n'est pas industrialisé d'abord, ça c'est d'un, donc c'est une faiblesse. De deux, on a un potentiel en termes de ressources naturelles, notamment, mais rien n'est transformé sur place, ou très peu, tout est exporté tel quel, donc en vrac, ça nous revient en produits finis, beaucoup plus cher, on devient des consommateurs de nos produits, de nos matières premières. Or, on a quand même ce potentiel de matières premières qu'on devait d'abord transformer. Donc, les leviers, c'est ça, c'est l'industrialisation, la transformation locale. Deuxième point, peut-être, c'est la valorisation des matières premières. Je l'ai dit, les matières premières, c'est c'est le nerf de la guerre, parce que tout le monde est à la conquête de ces matières premières. C'est ça qu'on transforme, c'est ça qui devient richesse pour les pays et pour nos économies. Nous, à ce jour encore, ces matières sont exploitées, en tout cas recueillis et transformés ailleurs, pas en Afrique, pas sur le continent, ou très très peu.
Du coup, la valeur ajoutée de ces matières premières ne se répercute pas sur nos économies, sur nos vies de tous les jours. Un troisième point aussi, aujourd'hui, c'est incontournable, il faut digitaliser. Je pense qu'il faut aller vers les technologies nouvelles, digitaliser nos process pour rattraper le temps perdu. On a perdu beaucoup de temps. En 60 ans, on n'a pas beaucoup évolué depuis nos indépendances de manière globale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire ce jump-là, ce saut qualitatif dans la digitalisation, donc dans tout ce qui est dématérialisation de nos économies, de nos process de gouvernance. Quatrième point qui est important aussi, c'est les énergies. Donc, aller comme le Maroc l'a fait sur les énergies renouvelables, parce que je pense que le salut est là, le salut passerait par là, parce qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Occident, de manière générale, investit ces énergies-là. Nous, on a la chance d'avoir le soleil presque 365 jours sur 365 jours. Il y a du vent, donc on peut exploiter tout ce côté vertueux des énergies renouvelables pour peut-être permettre de booster les petites industries qu'on a pour passer à de grands performeurs, de grands players, comme on dit les big players en termes d'industrialisation. Parce que c'est ça qui nous manque en réalité. Digitalisation, énergie, production locale, valorisation de la matière première et puis toute une jeunesse, une génération jeune qui constitue aujourd'hui la richesse du continent. Justement, comment la zone, donc la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, peut accélérer cette industrialisation? Rappelons-le, je le disais en préambule, le manque à gagner parce qu'on n'exploite pas tout le potentiel de cette ZLECAf, c'est 3 400 milliards de dollars. Ce qui est énorme, je crois, en termes de manque à gagner. Or, donc, ce qui se pose en question, c'est toujours la question encore d'intégration régionale, parce qu'on table sur 2030 autour de 38% en termes d'échanges commerciaux entre les pays africains. Sur les 55 pays, 54 ont déjà signé la ZLECAf, donc le marché unique. Au-delà maintenant de la signature, qui est un protocole diplomatique, on va dire ça comme ça, il y a la réalité du terrain. Donc ça pose des questions d'abord d'infrastructure, notamment au niveau des frontières. Comment est-ce qu'on peut échanger les produits entre des pays qui n'ont pas des possibilités de communication en termes de transport, en termes de logistique. Donc ça pose de sérieux problèmes aussi de potentiel d'intégration réelle sur le terrain, au-delà des volontés politiques et diplomatiques. Ça, c'est presque réglé. Aujourd'hui, plus personne n'est presque en dehors du champ de la volonté, en tout cas politique, de déployer ce marché unique. Ça, c'est déjà presque acté. Maintenant, la question opérationnelle se pose, et ça se décrète pas. Ça doit passer par des infrastructures robustes, réelles. Aujourd'hui, on va faire simple pour partir d'un point A vers un point B sur le continent. Très souvent, pour la logistique, en tout cas, on est presque obligé de passer par l'Europe ou par l'Asie. C'est très compliqué, je crois. Et ça renchérit aussi les coûts de transport, de logistique et finalement des business, quoi. Donc ça pose un sérieux problème. Le marché est là. La volonté politique est là et diplomatique, elle est là. Ça a été signé 54 sur 55, c'est énorme. Donc c'est presque du 100%. Maintenant, comment opérationnaliser tout ça s'il n'y a pas d'infrastructure? Je pense que aussi l'infrastructure doit être un des piliers aussi de développement pour le continent. Je pense que ça, les États, notamment les États enclavés, doivent aussi justement être beaucoup plus connectés pour pouvoir échanger. Sinon, on a beau avoir de la production ou de la productivité, mais si on ne peut pas l'écouler sur les marchés, ça pose de sérieux problèmes. D'où cet appel à investir justement dans les infrastructures et la connectivité. Maintenant, on va aborder les risques. Quels risques aujourd'hui au niveau des économies africaines? Est-ce qu'on pourrait parler de la dette publique? Parce qu'un certain nombre de pays africains sont endettés. Ces dernières décennies, donc, les États africains se penchent plutôt vers des prêts à court terme, plutôt que les prêts traditionnels tels qu'on les connaissait avant sur le long terme. Beaucoup d'investissements chinois sur le continent. Est-ce que c'est une bonne chose, ces prêts qui sont écourtés? Oui, en même temps, peut-être on n'a pas le choix. C'est une bonne chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, par moment, il y a presque pas de choix que déjà de suivre le dictat des bailleurs de fonds. Parce que quand on n'est pas puissant, généralement, on est soumis à des contraintes beaucoup plus draconiennes en termes d'accès au financement. Les États, les États de manière générale,
quotidien fait que souvent, on n'a pas le choix que de dire oui au prêteur, le bailleur de fonds en l'occurrence. Si ce n'est pas la Chine, c'est l'Europe. Si ce n'est pas l'Europe, c'est l'Amérique. Si ce n'est pas l'Amérique, c'est l'Asie. Dans tous les cas, on revient à ces bailleurs de fonds. C'est très peu que nos pays puissent lever des fonds en interne. Ça commence à se faire ces derniers temps. Oui, c'est des montages financiers qui sont un peu très sophistiqués, qui permettent quand même peut-être d'aller vers aussi l'accès à un marché financier presque parallèle, on va dire ça comme ça, mais qui ne peut pas résoudre le problème parce que le retard est tellement abyssal que finalement, on est obligé de faire recours à ces fonds, à ces investisseurs internationaux, et donc de subir justement leur façon de voir le monde, parce qu'on ne peut pas dicter nos lois, nous, si on n'est pas puissant, si on a contrepartie offrir à ces bailleurs de fonds. Eux, ils viennent, ils nous disent, écoutez, on vous donne ça et vous faites ça. On n'a pas le choix et on part. D'ailleurs, quand on voit un peu les pays qui essayent de mettre en place des transparences sur leur état économique en général, on découvre que beaucoup de pays sont beaucoup plus endettés qu'on le pensait, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas juste à jour en termes d'informations économiques, donc qui ne permettent même pas d'avoir une sorte de visibilité ou de vision qui permettrait de se projeter sur le long terme. En conséquence, on est obligé d'aller du petit pas, donc de l'endettement à court terme pour pouvoir sauver les meubles, etc., parce que c'est vraiment du quotidien pratiquement, et tant qu'on ne sort pas de ce cercle vicieux de consommation quotidienne, on ne pourra pas décoller, parce que même qu'on ait un potentiel énorme, parce que beaucoup de pays aujourd'hui ont découvert encore du gaz, du pétrole, je ne sais pas quelle autre matière première qui pourrait nous aider à nous développer. Mais les structures de base ne sont pas encore solides pour pouvoir justement porter cet élan de croissance transformatrice en tout cas. En tout cas, plusieurs opportunités de marché existant, tout un potentiel qui est là, qu'il faut mieux exploiter, explorer, et des risques qu'il faut surveiller pour mieux anticiper, en tout cas, ce qui se passe au niveau des marchés pour une économie plus résiliente continentale. Merci à vous, Monsieur Bachir Thiam, pour cette analyse. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.